Devenir homme ou femme. La mise en place des structures et de la fonctionnalité des appareils reproducteurs humains se déroule sur une longue période qui va de la fécondation à la puberté, en passant par le développement embryonnaire et fœtal. On observe sur cette photo un embryon daté de 8 semaines. Cet embryon possède un appareil génital à un stade indifférencié. En effet, cet appareil génital a le même aspect chez un embryon mâle ou chez un embryon femelle. Il est constitué de bourrelets génitaux et d'un tubercule génital. Mais à proprement parler, on ne peut pas dire si ce stade est mâle ou femelle. Ce stade indifférencié est constitué de gonades et constitué de différents canaux, comme on le voit sur ce schéma. Alors, à quoi correspondent les différents canaux que l'on observe? Cet appareil possède un sinus urogénital, des canaux de Wolff, des canaux de Müller, des uretères, des reins et les gonades qui sont en bleu. Gonades qui sont donc pour le moment indifférenciées. Comment ces gonades, ces organes se différencient-ils en appareil génital féminin? Sur cette illustration, on voit les organes génitaux externes d'un stade indifférencié, donc d'un embryon de 8 semaines, qui vont devenir différenciés au fur et à mesure du développement embryonnaire et qui se différencient en organes génitaux féminins. On observe le clitoris et les grandes lèvres. L'appareil génital indifférencié devient féminin. On observe les voies génitales qui se transforment, les canaux de Wolff disparaissent et les canaux de Müller se maintiennent et se transforment. Comment ces organes se différencient-ils en appareil génital masculin? Comme on l'a vu pour l'appareil féminin, on débute par le stade indifférencié, où on observe les bourrelets génitaux et le tubercule génital au centre, qui, au cours du développement embryonnaire, va se différencier en organes génitaux externes masculins. On observe le pénis et le scrotum. Au niveau des organes génitaux internes, l'appareil génital va se différencier. Cette fois, ce sont les canaux de Müller qui disparaissent, les canaux de Wolff sont maintenus. Comment les chromosomes permettent-ils la différenciation des gonades? On le connaît, les karyotypes humains sont constitués pour une femme de 2 chromosomes sexuels XX et pour un homme de 2 chromosomes sexuels X et Y. Cette gonade indifférenciée, en présence des chromosomes XX, deviendra un ovaire, et la gonade indifférenciée en présence des chromosomes XY, et deviendra un testicule. On s'est aperçu que le chromosome Y possède un gène qui s'appelle le gène SRI. Ce gène va déterminer la différenciation de la gonade en testicule. Comment agit ce gène SRI? Comme on le voit sur cette illustration, lorsqu'on est de karyotype XY, on possède donc le gène SRI sur son chromosome Y. Ce gène va être lu, transcrit par la cellule et traduit pour obtenir ce que l'on appelle une protéine. Donc, sur cette illustration, on parle de protéine SRI, mais on peut aussi parler de protéine TDF. Cette protéine TDF a un rôle particulier puisqu'elle va agir sur des gènes qui sont situés sur des autosomes. Et les autosomes sont des chromosomes qui ne sont pas sexuels. Ce gène SRI va donc activer ou inhiber de nombreux gènes. La cascade de cette activation et de cette inhibition de gènes va aboutir à la différenciation des gonades en testicules.
Comment ça se passe chez l'embryon femelle? Cette fois, il n'y a pas de présence de gène SRI. S'il n'y a pas de présence de gène SRI, il n'y a donc pas de protéine TDF. Il n'y a donc pas de signal masculin. Ainsi, il n'y a pas d'activation ou d'inhibition de certains gènes. Cette absence de signal va permettre à la gonade indifférenciée de se différencier en ovaire. Comment se passe la détermination du sexe gonadique? Eh bien, à partir du sexe génétique. En effet, le sexe est donc déterminé au niveau du chromosome, puisque si on a un karyotype avec XY, on possède le gène SRI. Ce gène SRI va produire la protéine TDF, qui va permettre la différenciation de la gonade en testicules. Si par contre notre karyotype contient 2 chromosomes X, il n'y a pas de gène SRI, donc pas de protéine TDF, et donc la gonade indifférenciée va devenir un ovaire. Les chromosomes permettent donc la différenciation des gonades. Comment les voies génitales deviennent-elles alors mâles ou femelles? On s'intéresse tout d'abord à la différenciation des voies génitales mâles. En présence du gène SRI sur le chromosome Y, la gonade, on vient de le voir, devient testicule. Les testicules sont constitués de cellules de Sertoli et de cellules de Leydig. Ces cellules vont produire des hormones. Il y a l'hormone testostérone et il y a l'hormone antimullérienne, appelée aussi AMH. La testostérone empêche la régression des canaux de Wolff et va masculiniser les organes génitaux. Ici, on observe la vésicule séminale qui se met en place, le pénis qui se développe aussi, et le canal déférent qui étaient anciennement les canaux de Wolff. L'AMH, elle, va être responsable de la régression des canaux de Müller. On les voit ici en pointillés. Donc les canaux de Müller disparaissent et l'appareil devient masculinisé. Ces deux types de cellules, cellules de Leydig et cellules de Sertoli, fabriquent donc ces hormones qui vont masculiniser l'appareil génital. Sur cette illustration, on voit un garçon à la naissance, avec son appareil génital complètement différencié. Les différentes glandes annexes, comme les vésicules séminales, la prostate, sont présentes, ainsi que les organes génitaux externes, les testicules dans le scrotum et le pénis. On observe que l'urètre va permettre l'acheminement de l'urine, mais aussi du sperme, lorsque cet appareil deviendra fonctionnel. Dans le cas de la différenciation de l'appareil génital féminin, il n'y a pas de testostérone et d'AMH, puisqu'il n'y a pas eu de gène SRI, donc les gonades sont devenues des ovaires. Ces ovaires vont se mettre en place et former des follicules. Comme il n'y a pas de testostérone et d'AMH, les canaux de Müller vont se différencier en vagin, utérus, oviducte et trompe. Les canaux de Wolff, comme il n'y a pas de testostérone, vont disparaître. Sur cette illustration, on voit l'appareil génital d'une fille à la naissance et on observe un appareil complètement différencié avec un vagin, un utérus, des ovaires et les trompes de Fallot. On observe cette fois qu'il y a bien deux canaux différents, un canal pour l'urètre qui va acheminer l'urine et un autre canal qui est le vagin qui permettra donc la reproduction. Les caractères sexuels primaires sont acquis, vont se développer au cours de la vie fœtale. La question qui reste, c'est comment ces appareils génitaux vont devenir fonctionnels et à quel moment vont-ils devenir fonctionnels.
Ces appareils génitaux deviennent fonctionnels à partir de la puberté, où il y a une expression des caractères sexuels primaires. Par exemple, il y a le développement des voies génitales, chez la fille, chez le garçon. Il y a le développement des organes génitaux. Il y a le développement du pénis chez le garçon, de la vulve chez la fille. Chez le garçon, on observe les premières éjaculations et chez la fille, la mise en place des premières règles. Comme on le voit aux alentours de la puberté, sur le graphique aux alentours de 10-11 ans, il y a une augmentation de production d'hormones. Le garçon produit de la testostérone, les filles commencent à produire de l'œstradiol. À partir des premières règles, la fille va produire aussi une deuxième hormone qui est la progestérone. Au cours de la puberté chez la fille, il y a aussi l'expression des caractères sexuels secondaires, comme une pilosité au niveau du pubis, au niveau des aisselles. Il y a aussi un élargissement des hanches. Il y a aussi le développement des seins. Chez le garçon, il y a bien sûr aussi une expression des caractères sexuels secondaires avec la pilosité qui se développe au niveau du pubis, au niveau des aisselles, au niveau du torse. Chez le garçon, il y a aussi la mue de la voix, il y a un développement de la musculature. Ainsi, à partir de la puberté, l'individu acquiert la faculté de se reproduire. Cette puberté est marquée par un ensemble de transformations qui sont morphologiques, physiologiques et psychologiques. Contrairement à ce qui se passe durant la période fœtale où elles n'interviennent pas, les hormones ovariennes à la puberté sont indispensables à l'acquisition de la fonctionnalité de l'appareil génital féminin et donc à sa réalisation complète.